aussi parce que, si vous le remarquez, et d'ailleurs c'est très vrai avec Trump, on a une dénonciation des fake news essentiellement par ceux qui répandent des fake news. Vous verrez jamais en fait quelqu'un qui dit la vérité dénoncer des fake news. Hein. Ça va être un discours, hein, comme on dit en français, c'est celui qui le dit qu'il est, hein, donc le discours sur les fake news. Et vraiment, on voit très clairement pour Trump, donc dans cette direction-là. Alors, pour ce qui est de, justement, quelqu'un comme Trump, et on aurait beaucoup d'autres exemples, vous voyez que on a à la fois, avec un gouvernement comme le sien, à la fois une absence donc de liberté d'expression, hein, puisque il y a une répression extrêmement forte donc de l'expression des minorités, mais on a en même temps une répression extrêmement forte de ces minorités. C'est-à-dire que depuis Trump, on a vraiment une augmentation extrêmement forte des actions répressives et contre les minorités sexuelles, et on a en même temps un encouragement aux injures, mais pas seulement aux injures, hein, aux actions violentes, à la violence contre les minorités sexuelles. Donc vous voyez que la question de l'expression, elle n'est jamais seulement une question de langage, mais que à chaque fois, lorsque on a d'une expression injurieuse, bon, par exemple de femmes, mais de beaucoup d'autres, eh bien, on a en fait une action, hein, c'est les paroles sont des actes aussi, on a une action qui va rabaisser, en fait, un certain nombre de gens, une catégorie de personnes. À travers le label liberté d'expression, qu'est-ce qu'on peut conclure? Est-ce que la liberté d'expression est une valeur universelle, c'est-à-dire est-ce qu'elle est absolue, est-ce qu'elle est totalitaire, est-ce qu'elle a des limites quelconques? Quel est le périmètre d'une liberté d'expression, en tout cas? Juste pour revenir sur ça, pour qu'on puisse ensuite discuter de tout ce qui se passe actuellement sur les réseaux sociaux. Alors, il y a tout un débat en ce moment sur cette liberté d'expression, hein, bien sûr, puisque à partir du moment où il y a eu, ça nous ramène à la discussion sur les femmes, hein, tout à l'heure, il y a eu tout ce mouvement qui est un mouvement extrêmement universel et qui est un mouvement politique, aussi un mouvement démocratique des femmes qui vont s'exprimer sur les réseaux sociaux contre les hommes harceleurs. Non, donc ça a été vraiment un événement, et au-delà en fait de l'affaire Weinstein, il y a eu aussi une sorte de libération de la parole, et s'ils appellent ça un phénomène démocratique, c'est parce que les femmes se sont senties autorisées à s'exprimer directement sans passer par des personnalités politiques, par des mouvements de femmes harcelées, etc. Donc il y a vraiment cette liberté de parole directe. À partir de là, c'est vrai qu'il y a tout le débat sur est-ce qu'on peut dire tout et n'importe quoi, et donc est-ce qu'on peut vraiment donner de la liberté d'expression, en particulier aux ennemis de la liberté d'expression, hein, pour être qui définit la liberté d'expression? Qui sont ces ennemis et qui ne sont pas? Alors, la liberté d'expression, ça va être la possibilité, en effet, de dire ce qu'on a envie de dire, mais si ces paroles sont elles-mêmes des actions, c'est-à-dire une façon de rétablir ou d'installer une hiérarchie entre les êtres humains et d'en humilier d'autres, hein, on a parlé de l'humiliation tout à l'heure, et bien dans ce cas-là, effectivement, cette liberté d'expression doit être limitée. Mais tout simplement parce que si par exemple moi, je t'envoie mon poing dans la gueule, ça ne sera pas de la liberté d'expression, d'accord? On dira c'est pas bien, j'espère. Hein. Donc, si on injurie quelqu'un, c'est la même chose en fait que lui mettre son poing dans la gueule. Je crois que c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça que la théorie des actes de langage, donc qui est une théorie philosophique des paroles en tant qu'elles sont des actes, hein, comme quand on promet ou comme on injurie, eh bien elle est très importante dans tous ces débats. C'est-à-dire qu'il y a des paroles qui sont des actes, alors qu'il y a des paroles qui sont seulement des expressions. Et je crois que c'est très important de restreindre en fait les paroles qui blessent, qui parfois tuent, et qui en tout cas renforcent en fait ou créent des inégalités. Voilà, on a compris que la liberté d'expression n'était pas vraiment quelque chose d'absolu et que possédait des limites qui touchent justement à lorsque la personne se sent humiliée ou bien tout simplement quand la personne se sent méprisée ou bien remise dans une hiérarchie quelconque en tout cas. Ouais. Les mouvements comme MeToo, Balance ton corps, etc., et ça on nous a vu tout à l'heure dans le panel féminin, nous ont également permis
de réaliser, entre autres, il y a une discussion qui est vraiment présente sur les réseaux sociaux, par exemple, qu'est-ce qu'on fait des œuvres d'art, parce qu'on parlait tout à l'heure de Taylor, les œuvres d'art qui, elles, sont perçues comme étant, ou dans La Belle au bois dormant, vous avez un baiser qui n'est pas consensuel, ou par exemple, vous savez, Heidegger était un passé nazi, en tout cas, mais est-ce qu'on l'enlève des bibliothèques ou pas? C'est un débat qui est très intéressant, en tout cas même dans la réalité libanaise aujourd'hui, quand nous avons plusieurs discussions à ce sujet. Je peux commencer? Oui. Non, je sais pas. Comment? Je vais passer le micro sûrement. Ah, d'accord. Can you repeat very slowly in English just Heidegger's point? Me Too and other movements, like the French one, the equivalent Balance ton port, have generated a new conversation where people are very often going back to some works and saying, for instance, that in some Disney movies you have kisses that are not consensual, and then you have authors such as Heidegger, who's a philosopher, who has parler d'avant, ça c'est vous qui l'avez mentionné dans Libération en tout cas. Mais est-ce que today, when we are taking these works, how do we extract them? Can we extract them from the politics around them? Can we today look at an artwork, whether it's a movie or it is any piece, any literature, by abstracting the politics in it? Being able to separate the two, the artist from the art form, you mean? Can from politics? Separate the politics, actually. Yeah, but if you're going to separate the politics, you're going to separate the artist's particular actions, let's say, like in the case of Polanski. You want to give that reference, correct? Yeah. Okay. Can you separate them? I think that's a question of personal being. And if there, I think it's a very gray and very self kind of observed. I think that an artist does get away with a lot of things because he's endowed with this concept of you must experience. But I do think that there should be a limitation to it. But how we can separate the two is simply, it's a very self-reflective moment. How are you going to be able to? And I don't think that it can be something that can be a blanket approach, because you don't just have Polanski, you have Woody Allen. But then when you can reference to Polanski in particular, Polanski, what he went through as well as a personal trauma can also be used as an excuse. So this is why I say it's a very personal approach as to being able to separate. Because some people might say, well, his trauma led to this, losing his wife and his unborn child to Charles Manson. And then you have the other approach, which is he's giving himself some kind of privilege because he's an artist. So there are two ways to look at it. And both of these are extremely valuable and integral parts of the equation. But nonetheless, it is an analytical equation. Going back on art practices, actually, the ones that are very much politicized. A couple of months ago, and this is a question that will go on a regional scale, in a concert in Egypt of Majwa Layla, a rainbow flag was branded and banned. That was a disaster. So people were arrested, and the whole situation that is definitely very dreadful to many took place. George, from your position as a regional NGO, how do you assess the landscape of the situation that happened in Egypt? أنا رح أحكي بالعربي. وكمان كل اللغات. تنفهم شو اللي صار بمصر لازم نطلع شوي على الوضع الاجتماعي عامة بمصر. الوضع الاجتماعي بمصر سيء، الوضع السياسي سيء، الوضع الاقتصادي سيء. اللي صار بحفل مشروع ليلى هو مش بس انه في ريب وفلاج اللي طلع اللي زعج العالم، اللي صار هو انه الحكومة المصرية لقت الفرصة المناسبة انه تضيع الرأي العام على المشاكل اللي عم بتصير. مش هيك اللي صار بعد حفل مشروع ليلى دغري. ثاني نهار صار في تجديش للإعلام المصري، بنعرف نحن الإعلام المصري تابع مباشرة للحكومة المصرية. الهستيريا شفناها على الإعلام المصري شيء مش طبيعي، يعني التخويف اللي كان عم بيصير انه عبدة الشيطان كان كثير عنا نحن قبل، يعني مش بعيد كثير عن لبنان، بس بالفعل يعني كان كل المحطات كل يوم عندها تغطية عن الموضوع بهدف ترعيب الشعب. نتيجة هذا الحملة الإعلامية اللي صارت أكيد صار في 70 شخص اعتقلوا، وطبعا كل الرأي العام كان عم يحكي عن مثلية جنسية.
بطل في شيء بمصر مشاكل غير اللواط والصحات عم ينحكى بالموضوع. شو فينا نعمل كلنا بهذا الوضع؟ في شغلتين فينا نعمل، نتاكد انه الاشخاص اللي انسجنوا عندهم الحمايه المطلوبه الاماميه اكيد مؤقتا، وانه نرد بخطاب مباشر، يعني دغري ندافع، يعني الخطاب اللي عم يهجم علينا نرد عليه. بس اللي صار انه الحكومه المصريه اتبعت الموضوع ومنعت اي شخص يطلع على الاعلام المصري ليدافع عن المثليين. يعني من الاول عارفه انه الرد رح يكون مجرد اتليست يعني يكون في نقاش عقلاني حول اللي عم بيصير، بس سكرت الباب بمصر. محاميه تعينوا اكيد. هون اجى دورنا نحن كجمعيه ريجنال بالمنطقه. كيف ناشطين بمصر اللي سكرت كل الباب قدامهم قادرين يوصلوا رساله اذا الاعلام المصري سكر لهم الباب؟ صار انه بوقت دغري معظم الناشطين بمصر اجوا على بيروت او توزعوا بغير الدول العربيه، من هونيك صار في استعمال للتكنولوجيا الجديده اللي عم اياها فيسبوك وغيرها، فنقدر نبعث رسائل بالعربي للمجتمع المصري كمان ترد على الاعلام المصري. وهون اهميه كمان عم نشتغل نحن مع مؤسسات كبيره مثل جوجل وفيسبوك لان بيفتحوا كمان مجال نقدر نوصل. الشغل يعني اللي صار حول ما فينا نرجع على القصة السياسي والفن، ما فينا نفصل عن اللي صار بمشروع ليلى مع الوضع السياسي بمصر. والأسوأ من هذا كله اللي شفناه هو انه السفارات الاجنبيه اللي عاده بتتحرك بسرعه بغير بلدان وقتها كانت ساكته، سكتت فتره طويله كثير حتى صار في رده فعل، حتى صار في نقاش حتى مع الحكومه المصريه. والسبب شو كان؟ السبب انه الوضع السياسي بمصر هلا كان بده يكون في كومبرومايز بين الحكومات الاجنبيه والحكومه المصريه. واول شيء تنازلوا عنه هو حقوق المثليين، لانه بالنهايه في اهم ثلاثه تتناقش فيها. وهذا شوي بصير بمصر كيف انعكس على المنطقه شوي. مظبوط. وقت نطلع على الريفليكسيون تبع quand on réalise la réception en fait de l'accident ou des arrestations en fait égyptiennes qui n'ont toujours pas fini, à chaque moment il y a de nouveaux articles qui en parlent, nous réalisons que en les comparant à d'autres événements où il y a eu des atteintes et des agressions LGBT, je pense particulièrement par exemple à Floride, à South. Bon, c'était un chiffre, c'est pas la même chose. Mais nous avons réalisé également que la façon avec laquelle l'événement a été reçu dans le monde et vous voyez la condamnation qui a suivi est incroyable et vue et du moins comparé même avec beaucoup de relativisme avec ce qui s'est passé en Égypte, le monde entier était silencieux. Les organisations internationales étaient silencieuses, les organisations régionales voire locales également, il leur a fallu des jours et des jours et des jours avant de sortir un statement, de dire quelque chose. Et donc vous, de par votre position qui est relativement, enfin une situation comme celle-là est constante, qu'est-ce que vous pouvez faire? Est-ce que vous pouvez faire quelque chose déjà? ما يعني الشغل الوحيد اللي فينا نعملها هو صوتنا، عنا الصوت، عنا نستعمل الوسائل الإعلامية اللي عنا إياها. وهون يعني الشغل كله بنشتغل بلبنان انه يكون في عندنا حلفاء بالاعلام او يكون في عندنا كونكشن مع المؤسسات الاعلاميه، حتى السوشيال ميديا كنا عم نشتغل. العلاقه المباشره كانت مع فيسبوك ومع جوجل وغيرهم. كيف نقدر نوصل هذا المسج؟ بنشتغل كمان نحن بالضغط السياسي مع الحكومات. يعني ما ننسى نحن انه الحكومات الاجنبيه وقت بتحكي عن حقوق الانسان وبتنادي فيها معظم الوقت في نيوانس مش واضحه كثير عن شو اي حقوق عم بيحكوا مضبوط. هلا عم نحكي نحن عن حقوق الانسان عامه، عن حقوق اللاجئين بلبنان، عن حقوق المراه بلبنان، وخصوصا بلبنان على نساوم نحن على قصه اللاجئين السوريين. اذا في ورقه بدهم يعطوها المقابل للحكومه اللبنانيه هي عاده حقوق المثليين. هذا اللي صار بالتحديد مع مصر هلا. نحن دورنا كمجتمع بدنا نضلنا عم نصرخ، بعتقد هذا اللي اكثر شيء فينا نحن نعمله. ناكد اول شيء ان الخدمات موجوده للاشخاص اللي عم بيتم ملاحقتهم، ويكون نحن على طول صوتنا موجود وموحد، انه نخلي اجنده او حقوق المثليين موجوده على حقوق الانسان، ما تسقط باللائحه اللي عندهم اياها. وفي شيء ملفت كمان ما شفتها مثلا on a vu au fait au lendemain des attaques et des détentions égyptiennes après le drapeau arc-en-ciel dans le concert de Mashroua Leila, on n'a même pas vu aucun justement gouvernement qui prend les droits de l'homme. Ou même, on n'a pas entendu des organisations demander aux gens de protester devant les ambassades égyptiennes, rien que par acte de solidarité ou d'un acte politique, de dire bonjour, on est ici, on n'est pas content. Pourquoi ça ne s'est pas passé? حاجه بركي بعطي كمان زحمه ثانيه لحد يجاوب. ما في طريقه واحده حتى يكون فيها ناشطين.
يعني كل بلد وضعه بيختلف عن الثاني. بالتحديد مع مصر اللي صار وقتها قصة الكوين بوت من زمان، صار في مظاهرات اكت اب بباريس كبت دم على السفارة المصرية احتجاجا كان. اللي صار انه ردة الفعل بمصر كانت صارت اسوأ من الحكومة على المسيحيين من ما قبل. مش هيك يعني كان في فترة وفي نقاش كان مع الناشطين، وهون أهمية يكون نحن على اتصال مع الناشطين بمصر. شو أنسب طريقة كيف نتصرف هلا؟ أول أسبوع كان في حالة ضياع، كان في أكيد يعني كانوا الناشطين موجودين بلبنان لأنه كان في عنا نحن وقت كونفرنس بسبتمبر وقت صارت المشكلة. شو أحسن طريقة فيها كنا نشتغل؟ هل إنه نطلع قدام السفارات نتظاهر نعمل ستيتمنت مشترك نحكي مع الإعلام نحكي مع الحكومات؟ كلنا جربناها لحيث ما وصلنا لوقت وحسوا الناشطين بمصر انه ما معقول الوضع كثير اسوء من هيك. صار وقت انه نتحرك. صارت اول مظاهره للناشطين المصريين ببراسلز. بس بدي اوضح شغله، يعني التحرك الانترناشونال اللي بيصير مهم كثير يكون على تواصل مع الناشطين المحليين، لانه هن بيعرفوا اكثر الامباكت اللي ممكن يكون عنده هالتحرك عليهم وعلى سياسه البلد تبعهم. Sinon, ça peut traîner une contre-réaction, en tout cas, provoquer des choses terribles. Sandra Lugier, je voudrais justement parler avec vous de cette chose. Et enfin, on disait tout à l'heure que le Palace d'Orlando a créé vraiment quelque chose, une réaction internationale. Et comparé à ce qui s'est passé en Égypte, qui s'est passé vraiment sous silence international. Pourquoi? Est-ce que parce que les pays qu'on considère comme étant les pays du Nord, c'est-à-dire les pays riches, les pays qui sont des défenseurs des droits de l'homme, alors quand il y a un problème des minorités, alors on a l'impression que c'est le monde entier. Que ce sont les libertés du monde entier qui croulent. Ou bien est-ce que c'est grâce au pôle économique que jouent et politique que jouent ces pays? Alors, je crois qu'on peut tout à fait contraster en effet l'absence de réaction par rapport à des actions répressives contre les homosexuels dans certains pays, comme le cas que vous décrivez, et puis par exemple le mouvement extrêmement général qu'il y a eu, même si on en parlait, il est très important, un mouvement MeToo autour de harcèlement contre les femmes, qui dès lors qu'il touchait en fait des personnes extrêmement visibles, et en particulier à Hollywood, a eu un retentissement quand même extrêmement important. Alors évidemment on n'est pas là, et surtout pas pour hiérarchiser les dominations, les souffrances, parce que c'est complètement contre-productif. En même temps, on a eu, depuis les premiers mouvements féministes dont on parlait tout à l'heure, on a eu vraiment une prise de conscience extrêmement forte de la façon dont certains mouvements vont être valorisés et certaines catégories aussi vont l'être, et d'autre part. Et par exemple, au bout d'un certain nombre d'années de défense des droits des femmes absolument nécessaire, avec l'idée que les femmes devaient avoir des droits égaux, c'est vrai qu'on s'est aperçu que ces droits étaient égaux, mais peut-être pas égaux pour toutes les femmes, et que, en particulier aux États-Unis, les femmes noires pauvres ne bénéficiaient absolument pas des avancées en fait qui étaient celles des femmes. Et il y a eu ce slogan All women are white. All black are men. Donc on s'intéressait dans les luttes pour les noirs uniquement à des hommes, et dans les luttes pour les femmes, des femmes, des femmes blanches. Donc je caricature, mais je crois que c'est vraiment là le cœur en fait un peu théorique de la discussion qu'on a, qui est qu'il y a vraiment une combinaison en fait de facteurs, donc on va appeler l'intersectionnalité, qui est au centre en fait des discussions actuelles, qui est que on va devoir en fait se rendre compte, justement en réfléchissant aux causes de la domination des femmes, et pas des femmes, que subissent les femmes. On n'est pas encore à la domination des femmes. Donc, en réfléchissant vraiment aux causes et en dépassant juste la lutte pour la réussite des femmes à égalité, on se rend compte que tous les groupes dominés vont subir en fait ces formes de vulnérabilité, et en particulier que des groupes qui par exemple vont combiner un certain nombre d'inégalités comme femmes, noires, âgées, pauvres, etc., vont en fait être vraiment dans des situations plus difficiles que d'autres. Alors cette intersectionnalité, c'est elle qui conduit aussi à prendre en compte les questions des gays, lesbiennes, etc. C'est vrai que par exemple les gays hommes
même si on va parler sûrement de Stonewall, et donc ils ont subi une répression extrêmement forte dans les années 60 et 70, à partir du moment où ils ont commencé à s'organiser. Mais c'est vrai que très souvent, il y avait des intérêts extrêmement divergents entre les gays, hommes et femmes. Hein. C'est vrai c'est un sujet un peu tabou. Et même la politique, la façon avec laquelle les choses s'exprimaient, et d'ailleurs même le Civil Rights Movement en Amérique, toute ségrégation raciale, également, il n'y avait pas la même voix, tout le monde n'avait pas le même discours, le même langage. Donc il y a vraiment une égalité entre donc ces différentes catégories, et du coup c'est vrai qu'on se retrouve en fait avec des groupes qui peuvent être parfois alors pas en rivalité, parce que c'est vraiment de toute façon des groupes qui vont être soumis en fait à la répression, à l'inégalité. Et d'ailleurs maintenant tout le monde est mis d'accord par Trump, parce qu'il va s'en prendre à la fois aux femmes, aux gays, aux noirs. Donc il n'y a pas de problème en fait, il y a vraiment une répression partagée. Mais de fait, il y a eu la nécessité de prendre en compte en fait ces croisements-là. Hein, et je crois que ça c'est vraiment l'étape, la nouvelle étape en fait. On est dans un nouveau moment des réflexions au départ féministes, qui est d'intégrer en fait toutes ces questions, et de se rendre compte que certaines catégories vont malgré tout être moins désavantagées que d'autres, parce que justement ce sont des groupes sociaux plus puissants qui vont avoir donc par exemple des moyens économiques plus importants, d'autres pas. Et là c'est un peu un tabou. Par exemple, quand on est féministe, c'est très difficile de faire entendre, par exemple, les théories, la réflexion sur le care, c'est-à-dire, ce qu'on appelle le care, c'est les approches féministes qui consistent à dire que la réussite des femmes se fait aussi parce que d'autres femmes sont mises au service de ces femmes. C'est-à-dire que les femmes qui travaillent ont en fait des femmes qui s'occupent, parfois des hommes d'ailleurs, et donc qui s'occupent de leurs tâches domestiques, etc. Et donc, ce genre d'inégalité qui est vraiment global, qui fait que par exemple beaucoup de femmes vont migrer de leur pays pour aller travailler dans d'autres pays, c'est un phénomène absolument massif et qui est un peu diminué, qui est sous-évalué par rapport à ces questions par exemple de balance ton corps, etc. Donc vous voyez, il y a vraiment tout un ensemble de questionnements qui doivent être aussi pris en compte maintenant quand on parle de genre, hein, on parle de genre. Et on peut pas, et d'ailleurs maintenant la rhétorique nationale concerne le privilège, en tout cas au Liban, et un peu partout j'imagine. Alors, et souvent quand on parle de privilège, on tend à associer le privilège à ce qui est luxe, on associe le privilège aussi au droit basique, le droit de base. Et donc je pense souvent ça crée dans la rhétorique et dans la façon de s'exprimer, mais vraiment une opposition qui est immense. Sandra Logier, qu'est-ce qu'est le privilège? Le privilège est le fait que certaines catégories ont accès à plus d'actions, de plaisir, de moyens que d'autres. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est extrêmement important et qui est apparu très clairement, en fait plus clairement avec les gays, lesbiennes et trans qu'avec les femmes. Hein. C'est vrai qu'une femme blanche hétérosexuelle, elle est dans une situation évidemment de sous-représentation politique certainement, elle est peut-être dominée chez elle par son mari, mais elle peut, par exemple, elle peut se marier justement si elle a envie, avec qui elle veut, à peu près. Donc elle peut amener ses enfants à l'école, si elle se pose des questions sur sa vie quand elle est jeune, elle peut voir plein de films qui racontent des parcours de femmes, etc. Donc une femme qui est lesbienne par exemple, ne va pas trouver de ces modèles-là dans la culture populaire. Elle ne pourra pas, en tout cas dans beaucoup de pays, se marier avec la personne de son choix. Elle ne pourra pas parler ouvertement de sa sexualité, raconter ses nuits au travail. Donc c'est ça, le privilège, c'est des choses très concrètes auxquelles, en fait, certaines personnes, il y en a beaucoup ici, n'ont pas accès. Et donc, de ce point de vue-là, les privilèges, ils sont extrêmement nombreux et diversifiés. Hein. Et c'est vrai que quand on parle de privilèges, c'est qu'on veut dire que certaines personnes, même dans des pays démocratiques, même des pays où il y a égalité, des personnes sont privées de droits. Ils sont privés de droits, même si ces droits ne sont pas explicités. C'est vrai que le droit d'aller à l'école chercher son enfant avec son conjoint, il n'est pas inscrit dans la loi. Et bien pourtant, beaucoup de couples n'ont pas ce droit-là, par exemple.
hein, ou le droit d'avoir un enfant, même tout simplement. Donc ce que je veux dire, c'est que le privilège, c'est vraiment ça, c'est faire attention à ce qui est privilégié. Donc par exemple, c'est vrai que certaines femmes vont être privilégiées par rapport à d'autres. Et c'est vrai que ça touche à des tabous. Même dans on a vu un spectacle magnifique tout à l'heure, j'ai adoré. On pourrait même dire, si on voulait être franc, qu'il y a une sorte de privilège, parce que si le même spectacle était donné par une femme un peu décatie qui décide de se déguiser à un moment en homme, eh bien, les gens trouveraient ça moins beau. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est qu'être jeune, beau, dans une situation même transgressive, est un avantage, est un privilège. Donc, je ne veux pas aller jusque-là, c'est pas du tout une critique, mais c'est pour dire que des privilèges, vous en trouverez en fait dans toutes les situations. Est-ce qu'on peut dissocier privilège de classe sociale? Bien sûr. La classe, ça nécessite de prendre la classe. Il faut prendre la classe sociale en compte, mais il y a des privilèges qui sont aussi transcendants. Classe sociale. Merci. بعتقد بدنا نحكي عن الامتيازات اللي عنا اياها يعني وخاصه نحن موجودين هون في كذا اكزامبل فينا نعطيهم من بالمنطقه اكزامبل عرضت عن الكسندر اللي هو هون البريفليج اللي عنا اياه هو نحن انه نحن بقلب الانستيتيوت هون بس مش البريفليج انه شخص ان كان ميل او فيميل انه هو موجود او عم بيعمل هذا الاستعراض، هذه الحريه اصلا مش موجوده. والبريفليج الثاني اللي عم نحكي فيه انه بفضل لما نحكي عن البريفليج على بلبنان نكون اكثر عم ناخذ اكزامبلات من داخل المنطقه العربيه او من لبنان او بس بدنا نسال هذا السؤال بوجود اشخاص من لبنان. نحن ما عندنا البريفليج نسافر وين ما بدنا مثل ما بدنا وفي عندنا الحريه بالتنقل بالنسبه هي محدوده لبعض الاشخاص بلبنان ومش مثل بعض غير الدول كيف بفوتوا لعنا وكيف نحن بنفوت لعندهم. هيدا كمان انواع البريفليج. فبفضل وقت نحكي عن البريفليج بالمنطقه العربيه هيدا السؤال بنسال لحدا من المنطقه. بس السؤال هيدا عم يطلب لكن موجه لشخص معين. انا رح احكي كمان قصه الامتياز. الامتياز منا اهانه. الواحد اذا عنده امتياز اهم شيء يكون واعي انه عنده هالامتياز ويفكر كيف فينا نستفيد من الامتياز حتى يفيد غيره. بعتقد يعني الضغط اللي عم بيصير هو على طول نحن بنخلط بالامتياز كمثبت، ما نثبت لحدا اذا عم عنده امتيازات، بس بالعكس عنده شيء بيقدر يستفيد منه ويفيد غيره فيه حتى كمان. Can I add? I love adding to privilege. Okay. Every single human being in this room is. It's beautiful that we can get to a point in our life where we can all come together and discuss things, but we're all like-minded. So you get to a point where even the fact that we are like-minded in ourselves and that we can find a group of people that we can discuss this with also is an astute amount of privilege. I stand by you completely. Yes, it is a massive thing when it comes to being able to leave the country, being able to experience different kinds of freedom, because really the only way that you know that freedom exists is if you experience it or see someone else living it. It's very rare that you realize that this is the freedom you deserve if you never see it exist. So women's rights are never going to be a movement. All kinds of rights will never be a movement until now I realize that, I'm not going to curse, really they have it. Like, this is a very appropriate word. You know, it sucks when you're standing there and the very minimal amount of privilege exists in everything everywhere else happens, and then we are the minority within the minority within a minority, and then we are the minority that knows. So you even have that little break. When you go to very rural areas and you're talking to them, although they come from the same region as us, and although that, and I don't speak French, my main focus is English, and that to me is a massive privilege. So like, how much can you really be able to say that there are levels of privilege? I think that every single one of us is privileged. Even you get to a certain level, even poverty in itself, that ignorance that they have sometimes is privilege. So we all can see it, and I think the perfect statement was to realize the privilege that you have and to help others by using it, not to clamp yourself down in your bourgeois state and never be able to assist anybody else. Thank you. شربل، مع عدد كبير جدا من اللاجئين السوريين في لبنان، حضرتك حطيتوا منصة حاول تعمل مع اللاجئين LGBT السوريين في لبنان، فيك تحكينا عنها أكثر؟ قصة
إذا بدكم رحلة اللاجئين إلى لبنان بلشت بال 2003 2002، وطول عمره كان في يكون لاجئين سوريين بنفس العدد تقريبا، إن كان من سوريا، من العراق، من الأردن، من كل الدول العربية المحيطة. طول عمره لبنان أو بيروت إذا بدك محلات كانت هي مثل منفذ الأشخاص تيهربوا في حال كانوا متعرضين لمشاكل في الدول العربية. الفكرة هي إنه هيدي إذا بدك المشاكل اللي بتعرضوا لها، إن كانوا مثليين مثليات متغيرين النوع الاجتماعي أو أشخاص ثانيين، بتزيد كثير لما يصير في حروب أو نزاعات، وهذا الشيء اللي صار. بس الفكرة إنه كلبنان ملجأ إذا بدك، بلجأ بين قوسين، إنه مش على طول هو آمن كمان للأشخاص أو بعض الشوارع ببيروت إن كانوا جايين من سوريا أو من غير الدول العربية. هو من زمان كان لهلا موجود. هلا الضوء عليه أكثر بسبب الحالة اللي عم موجود، النزاع الموجود بسوريا، بس منه شيء جديد، شيء عم نحكي فيه حاليا، بس منه شيء يعني هو شيء قديم، وهلا عم نحكي فيه اكثر مع الازمه السوريه، ومع اذا بدك لانه اغلبيه الجمعيات العالميه الانترناشونال ان جي او صاروا يضووا على الموضوع اكثر ما كانوا يضووا على قبل، وخاصه قصه اللجوء الى اخره. بس من زمان حتى في اشخاص مسجلين بمفوضيه السنيه للامم المتحده من 2002 2003، لانه هن اصلا ما كان الجو مسموح لبعض الاشخاص، خاصه متغيرين النوع الاجتماعي او متغيرات النوع الاجتماعي، انه يكونوا عايشين بسوريا بحاله سليمه اذا مش معرضين للخطر. فمن زمان كان في بدأ اللجوء على لبنان. بس مع دخول كل الاعداد السوريه من 2011 لهلا، مع زيد عدد زاد العدد انتم حطيتوا هون ساعتها هيكليه جديده. طبعا لانه الهيكليه اللي انحطت اذا بدك لما صار النزاع بسوريا، صار في رحله من سوريا على لبنان. الرحله اختلفت بين شخص قرر يذوب شنطه ويجي، وبين انه شخص مضطر يفل، شخص تعرض لاغتصاب، اهانات على الحدود ليقدر يوصل، شخص تعرض لكل جميع انواع الانتهاكات اللي اذا بدنا نعددها ما بتخلص داخل سجون معينه هونيك ليقدر يوصل. اشخاص استغلوا بس بسبب ميولهم الجنسيه او نوعهم الاجتماعي بسوريا كسلاح ضد اهلهم، تهديد لاهلهم كمان، وقطعوا بكثير مراحل سيقدروا يوصلوا. فكيفيه التعامل صار بدها اذا بدك اكثر تكون منظمه مهنيه، قادرين نستوعب الاعداد، قادرين نستوعب الدراما اللي هن جايين فيها. الاعداد زادت تقريبا بنسبه 60% عن اللي كان يجي قبل على لبنان. يعني اذا بتشوف الاعداد ليش مش بس اللجوء عم بيصير من سوريا على لبنان، مرات عم بيصير اللجوء من سوريا على لبنان. الشباب والصبايا بلبنان عم بحسوا انه صار في شويه هواء عم بيقدروا يشموه، ان كان بمخيمات باقيه برات بيروت، وعم بتصير المشاكل كمان عم نزوح داخلي بلبنان من مخيمات اهلهم اكتشفوا عنهم فجأة او عرفوا عن ميولهم الجنسية، او هن بطل قاعدين يخبوا بسبب الضغوطات الحرب، فخلص بدهم شيء يعبروا عن جد هن شو. بصير في نزوح داخل كمان من داخل لبنان بالمناطق المجاورة لبيروت على بيروت. هي في كذا نوع اذا بدك نزوح او دعوة. طيب بموزايك في عندكم خدمات معينة بتقدموها الشيء est-ce qu'il y a des services particuliers que vous assurez à Mosaïque pour les réfugiés syriens LGBT et justement pour que vous nous en parlez parce que c'est un sujet qui intéresse plusieurs gens. بالموزايك يعني كل الخدمات الاجتماعية أو الاجتماعية نفسية أو البيور هي اللي بتتقدم أو بدك جميع أنواع المساعدة لكل الأشخاص بغض النظر عن ميولهم الجنسية أو توجههم الاجتماعي، ميولهم الجنسية أو نوعهم الاجتماعي بنقدمها بغض النظر عن جنسيتهم. فبموزايك يعني كل الجنسيات فيها تكون عم تاخذ خدمات جميع نوع. بس الشغله الجديده اللي زدناها هي لانه ما كانت موجوده قبل، هي كيفيه التعاطي مع ضحايا العنف الجنسي او الاغتصاب، وخاصه الناجين الذكور. يعني هناك كذا جمعيات نسائيه يمكن ابعاد او كفا الى اخره
بيشتغلوا على موضوع الناجيات من العنف الجنسي للسيدات، بس هذا الشيء كان بعد مش موجود ملان، وعم نجرب انه فينا ندرب ان كان اطباء شرعيين او مستشفيات بالتعاون كمان مع غير جمعيات على هذا الموضوع، لانه ما موجود ولا باي منهج جامعي اذا بدك بلبنان ان تعاطي، وبيتاخذ بكثير سلبيه ان كان منظور للرجل والمنظور الذكوري للرجل انه هذا مش معقول يتعرض لهذا الانتهاك. بيتاخذ بكثير اهمال وما كان ابدا كان يدور عليه، علما انه بلبنان 60% من ضحايا العنف الجنسي اللي مسجلين هن اطفال ذكور تحت عمر 18 سنه، وهيدا كان كمان بالنسبه لنا بال 2014 كان شيء كثير مفاجئ انه تعرف هيدا الرقم، اخذين مع الاعتبار انه كثير من السيدات اكيد تعرضوا اكثر بكثير، بس ما اكيد ما تسجلوا او ما خبروا، او في كمان بسبب الوصف من المجتمع او العائله او حتى المحيط بكل اشكاله اللي بينظر لهم. انا بس الملاحظه يعني هي انا عندي مشكله مع انه نحمل مسؤوليه اللاجئين المثليين السوريين لجمعيات المثليه بالتحديد، هي اكيد باب مفتوحه للجميع، بس عاده اللي عم بيصير هلا انه بتعرف بلبنان كميه الجمعيات مع اللجوء السوري كبرت كثير، صار عم تفرقوا بكل المناطق، وهذه الجمعيات اللي عم تتعاطى مع الموضوع صارت انه مثليين في جمعيات تهتم فيكم، بس مش مضبوط، يعني هن بالدرجه الاولى هدول لاجئين، المفروض الجمعيات اللي عم تهتم باللاجئين تساعد كمان، وهون بعتقد النقطه اللي احنا بنحب نركز عليها، شو عم تعمل هذول اللاجئين والممولين حتى قد عم بيركزوا على اهميه انه المسلمين يكونوا عم يخدموا بنفس الطريقه مثل غيرهم من اللاجئين، بعتقد في مسؤوليه على الجهات المموله وعلى على جمعيات كمان اللي عم تشتغل بلبنان مع اللاجئين. في حسابات اجتماعيه مختلفه، ما في شيء بيجمعهم غير ميولهم الجنسيه، وهذا طبعا يعني بده يخلق كلاش بهذه المجموعات، شو السياسه بدنا نعتمدها، كيف بدنا نشتغل، وين بنمشي، وخبره حل مع كل المشاكل اللي فاتت فيها والحيطان اللي فتنا فيها كانت عم تعلم غير جمعيات اسست بالدول العربيه حاليا، بعتقد كان كثير مهم لانه نغلط الاغلاط اللي غلطناها لازم نوصل للي وصلنا له نحن السنه الماضيه على الاقل. semble logique quand on parle des droits quand on parle des droits LGBT, quand on parle du mouvement, quand on parle du SONO, quand on parle de tout ça, on est inscrit dans une décennie qui a vu plein de choses se faire et prendre place. Que ce soit la deuxième vague féministe, que ce soit ensuite vers la fin, on a eu mai 68 en France, et un an plus tard, nous allons avoir... décennies, en fait. Voilà, nous allons avoir également le SONO, le RAID en juin 79, etc. Vous avez également à l'époque la peur du nucléaire, n'est-ce pas, qui était assez présente au mur de Berlin, qui a été construit pour montrer ce clivage est-ouest. Au cœur de tous ces mouvements, Sandra, où s'installe et comment aujourd'hui s'articule la désobéissance civile, donc qui en a totalement écrit à ce sujet. Alors, la désobéissance civile, c'est quelque chose d'ailleurs un concept qui était de désobéir à une loi qu'on l'a trouvé unique. C'est très intéressant d'en parler là, puisque celui qui avait défendu ce concept, c'était au départ Henry David Thoreau, qui a été une figure, donc un penseur américain, qui d'une part a été repris ensuite dans toutes les actions, dans les mouvements par exemple des droits civiques, dans les mouvements gays, et qui était lui-même d'ailleurs donc au XIXe siècle, donc c'est pas facile, qui était lui-même gay. Donc il y a vraiment une continuité. Et si vous regardez la plupart des actions qui ont défendu les droits des homosexuels, des trans et d'ailleurs des femmes au départ, eh bien ça a dû être des actions de désobéissance civile. Hein. Vous avez par exemple en France Hubertine Auclair, qui était une femme qui avait trouvé extrêmement injuste que les femmes puissent pas voter, qui avait refusé de payer ses impôts, qui avait été saccager un bureau de vote du XIXe siècle. Vous avez donc Thoreau, dont je parlais, qui avait refusé là aussi de payer des impôts parce que son pays avait été donc absolument injuste avec les Indiens et les Noirs, et donc pour marquer son opposition à l'esclavage. Et si on prend des exemples beaucoup plus récents, c'est pour ça qu'on n'est pas seulement dans la dernière décennie, mais je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le film 120 battements par minute qui décrit le combat des d'ACT UP et des mouvements homosexuels
au moment, dans les années 1990, au moment de la lutte contre le sida, eh bien, ce sont des mouvements qui se sont organisés, en fait, pour lutter contre, en particulier, les médecins et les grands labos qui négligeaient complètement le sort des homosexuels parce que le sida était une maladie pas importante parce qu'elle ne touchait que les homosexuels. Hein. Et donc, ces actions d'ACT UP étaient aussi des actions de désobéissance civile parce que aller saccager aussi des labos, aller en fait s'en prendre directement à des personnes qui considéraient comme responsables du développement de la maladie, c'était aussi des actions qui, à l'époque, je voudrais le rappeler parce que vous parliez d'insultes, hein, par exemple, il faudrait se rappeler qu'à cette époque, tout le monde disait que c'était des personnes extrêmement violentes et dangereuses. Hein. Donc, les actions de désobéissance civile, c'est pas que des actions gentilles et pacifiques. Ça peut être aussi des actions violentes, alors pas de la violence meurtrière, hein, comme on en connaît parfois dans cette région, hein, mais quand même quelque chose qui ressemble à de la violence. Et je crois que c'est ça qui est peut-être en train de changer dans la réflexion sur la désobéissance civile et dans les actions justement des mouvements aussi gays et trans aux États-Unis. Il y a quand même l'idée que la violence, elle existe de toute façon et on la subit. Et on est constamment en train de subir la violence et peut-être qu'il est temps aussi de riposter. Et donc exactement comme les femmes qui veulent apprendre à se défendre, également ces mouvements n'excluent pas en fait de cesser en fait d'avoir l'attitude non violente qui consiste à montrer comment on est faible et vulnérable et à se laisser traîner, etc. Et peut-être à vraiment agir activement. Et donc ça, je crois qu'il y a vraiment un grand changement en fait depuis alors une petite décennie en effet dans les mouvements de désobéissance civile. Et c'est vraiment parce que un certain nombre de groupes ont décidé de s'organiser pour résister à la violence qu'ils subissent. Et en général, quand on vous fait subir une violence, on essaie de faire croire que c'est vous qui êtes violent. Tour de table. Alors, selon vous, quelles mesures faudrait-il mettre en place pour faire progresser l'égalité? Alors, à vous tous, alors c'est un tour de micro. Qui souhaite commencer? Dana, would you wish to start? What are the means that should be implemented for us to move forward on the scale of the path of equality? What are the steps that we need to take as people or as organizations? Shall we go in radical dynamics? Shall we go more into something, more peaceful, if you wish, without throwing stones? Do we need to throw stones? Do we have to call for a protest every time, or is the protest a counter-reaction to something that should happen, etc.? What is your view? You would go back to the American Civil Rights Movement, I believe, with Malcolm X and Martin Luther King, different approaches to the same problem. And I believe that whether we, I think I'm on the panel for the strong belief that art is the only way that can save us. But then again, I also run an NGO, so my point is art working with people, non-confrontational art, bringing awareness campaigns, great NGOs with great slogans, standing tall, speaking loud, making sure that every poet on the stage is a poet that speaks 3 languages. Being able to have all of these is the reason why I think art is the tool. It is the skill and it is the necessity that we need. It's very easy to get angry, and it's very easy to stay quiet. It's very difficult to express, and it's very difficult to be truthful, and it's almost impossible to do it right. So I think the only way that any progress can be approached is A, through unity, because we keep barking for equality, but I don't think we're equal with ourselves. When we look at each other with LGBTQI, I think that we still have some kind of deficits within our own community that we need to approach. I think there's a lot of, that's the first equality we need to look. And then there's the second equality, where we start talking about races and classes. There are so many levels and so many different approaches and depths and layers to peeling apart this onion that is the human being. And the first thing that we really, really need to do is understand ourselves. Simply know why you choose to do or think or be what you are. And I'm not saying everything is a choice,
But I'm saying if we're going to allow everyone else to say that the things that we are doing are simply a choice of ours, whether it be our sexuality or our desire, then first we should fight for the freedom of choice. And then all of the rest can slowly follow through. Thank you. واضح كده